Nous voici de retour pour la partie 3 du chapitre 3 sur l'honnêteté intellectuelle, et on parle principalement de malhonnêteté intellectuelle en fait. On a vu tout à l'heure la manipulation, qui était un exemple de malhonnêteté intellectuelle. Le deuxième exemple qu'on voit, ça s'appelle le conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est une situation dans laquelle quelqu'un a intérêt à ce qu'un maximum de personnes adoptent une croyance. Alors cet intérêt, ça peut être très souvent un intérêt financier et ça peut être aussi un autre intérêt. Par exemple, on verra qu'il n'y a pas que l'intérêt financier, ça peut être un intérêt de pouvoir, mais ça peut être aussi un intérêt de cohérence d'une d'une société. Quand j'en dis ici quelqu'un, ce quelqu'un, ça peut être pas forcément une personne, ça peut être une entreprise, ça peut être un État, ça peut être tout un groupe de personnes. Par exemple, si des personnes vivent dans le sens où ils reçoivent un salaire parce que il existe une certaine croyance, leur motivation à répandre cette croyance sont très élevées, même si leur propre croyance est faible. C'est le cas par exemple dans les gens qui travaillent dans l'homéopathie. Si d'un seul coup tout le monde pensait que l'homéopathie est inefficace, plus personne n'achèterait de médicaments homéopathiques. Les gens qui travaillent, il y a des milliers de personnes en France qui travaillent dans l'industrie de fabrication des médicaments homéopathiques. Ils, ces gens-là, peut-être que eux sont pas convaincus que l'homéopathie est un médicament efficace. Mais si les gens arrêtent de croire que l'homéopathie est efficace, ils risquent de perdre leur travail. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé. L'homéopathie a été déremboursée à la suite de plusieurs études qui ont montré que c'était pas un médicament efficace. Et du coup, les laboratoires Boiron, par exemple, ils ont dû licencier un grand nombre de personnes. Donc si votre boulot, votre gagne-pain, il dépend du fait que les personnes aient une croyance, vous êtes prêt à donner beaucoup d'énergie pour que les gens continuent d'avoir cette croyance, même si vous-même vous n'y croyez pas vraiment. Et donc, si on reprend l'exemple d'un intérêt qui n'est pas un intérêt financier, c'est vrai aussi pour une société entière. Pour l'exemple des valeurs. Alors, c'est l'exemple que j'ai mis ici. Par exemple, si on a une croyance comme quoi les gens qui font des mauvaises actions vont être, après leur mort, punis, peut-être ils vont aller dans un enfer, ou en tout cas, ils auront des problèmes après leur mort, une punition post-mortelle. Si dans une société, il y a un maximum de gens qui pensent, qui adoptent cette croyance, alors forcément, dans cette société, le nombre d'actions qui vont être jugées mauvaises, il va diminuer, puisque la plupart des gens ne vont pas commettre ces mauvaises actions de peur de la punition qui les attend après leur mort. Et ça sera très bénéfique pour la société, parce que ça permettra à la société d'avoir moins de mauvaises actions. Enfin, bénéfique de son point de vue. Ici, il y a un jugement de valeur. Donc, le fait de juger que telle ou telle action, elle est bonne ou mauvaise, c'est quelque chose qui relève de la morale et qui ne relève pas de l'esprit critique et qui donc peut varier d'une société à une autre. Mais en tout cas, on voit que ici, ça peut être très intéressant pour une société tout entière d'avoir une croyance d'une punition post-mortelle pour des actions jugées négatives. L'homéopathie, on en a déjà parlé. Je vais parler un petit peu de la mémoire de l'eau. Alors, la mémoire de l'eau, c'est quelque chose, c'est un grand sujet. C'est en fait quelque chose qui a été une sorte de recherche orientée. Alors, on a parlé des recherches orientées. C'était le tout premier point dans la malhonnêteté. Donc, on a orienté des recherches sur l'eau pour
essayer de prouver l'efficacité des médicaments homéopathiques. Donc, il y a cet épisode de La Tronche en billet qui raconte toute cette histoire, comment ça s'est passé, qui l'a fait, pourquoi ils l'ont fait, etc. Et on voit qu'on a un conflit d'intérêts puisque on avait des gens qui étaient liés avec les laboratoires Boiron, qui avaient un intérêt financier à prouver que l'homéopathie était un médicament efficace. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, dans les expériences qui sont menées, ils montrent ils prétendent montrer que l'eau, elle a la mémoire, par exemple, d'un virus qui avait été dans l'eau, même si on l'a dilué beaucoup, le virus reste. Mais donc ça voudrait dire que si on mettait une maladie dans de l'eau et qu'on l'a dilué beaucoup, l'homéopathie c'est basé sur un principe de dilution, où on dilue beaucoup, la maladie resterait. Mais donc c'est pour expliquer le principe de dilution qui paraît absurde dans l'homéopathie. Mais il y a un autre principe dans l'homéopathie, c'est le principe homéopathique. Homéopathie, ça veut dire soigner le mal par le mal. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez le principe de l'homéopathie, c'est que si, par exemple, vous trouvez que votre soupe elle est trop salée, l'homéopathie, elle prescrit de rajouter du sel pour la rendre moins salée. Ça, c'est le premier principe. C'est le principe homéopathique. Homéo, ça veut dire la même chose, la même hépatie, c'est la maladie. La même maladie. Si votre problème, c'est qu'il y a trop de sel, il faut rajouter du sel. Et le deuxième principe, c'est que le principe de dilution. C'est-à-dire si vous rajoutez du sel, il faut en rajouter vraiment très peu. Donc, le principe de l'homéopathie, je redis, c'est vous avez votre soupe qui est trop salée, le premier principe de l'homéopathie, c'est que vous allez combattre le mal par le mal, vous allez combattre le sel par le sel, vous allez rajouter du sel. Mais, pour éviter les problèmes d'effets secondaires, quand vous allez en rajouter, vous allez en rajouter le moins possible. Et le deuxième principe, moi je suis assez d'accord en fait. Si votre méthode pour rendre votre soupe moins salée, c'est de rajouter du sel, ça me semble pas absurde d'en rajouter le moins possible. C'est le premier principe qui est absurde, pas le deuxième. Donc ici on a toute une étude qui illustre la notion de conflit d'intérêt. Une personne qui va mener une recherche parce qu'il a un intérêt financier derrière. L'industrie du tabac aussi, c'est une des plus grosses affaires de conflit d'intérêt. Vous regarderez le reportage d'Arte, comment les 8 plus grands fabricants de tabac, ils se sont alliés ensemble pour essayer de lutter contre la recherche scientifique qui avait démontré que le tabac causait le cancer. Et la façon dont ils l'ont fait est assez intéressante. La domination, troisième et dernier exemple de malhonnêteté intellectuelle. Ici, la malhonnêteté de domination, elle exprime le pouvoir en imposant une croyance. Il faut bien comprendre la relation de cause à effet. Ici, dans la domination, le dominant, il a déjà le pouvoir. Il n'utilise pas la croyance pour obtenir le pouvoir. Il a le pouvoir et il impose la croyance. Ça n'a rien à voir avec la manipulation ou le conflit d'intérêt. On n'est pas en train d'essayer de vous arnaquer. On est en train de vous montrer que l'on vous domine. Montrer que l'on vous domine en essayant, en vous disant des choses qui sont manifestement fausses. Donc le quatrième point là, la malhonnêteté de domination, elle se manifeste dans l'énoncé de contre-vérité évidente. Par exemple, on va vous dire 2 plus 2 égale 5. Vous savez bien que 2 plus 2 n'est pas égal à 5. Vous savez que c'est pas vrai. Et la personne qui vous domine, elle va réussir à vous imposer le fait que c'est comme ça, que
la vérité, même la plus évidente, vous êtes obligé d'y renoncer. Et si vous renoncez aux vérités les plus évidentes, alors la personne, elle vous domine complètement. Elle a écrasé tout ce qui pouvait exister en vous par le fait qu'elle vous impose des contre-vérités. Ou par la description d'une situation qui est diamétralement opposée à la situation réelle. Genre, il fait jour, on vous dit qu'il fait nuit, et quand il fait nuit, on vous dit qu'il fait jour. Il y a deux exemples très importants de ça. Le premier exemple, c'est l'éducation. Et le deuxième exemple, c'est la politique. Quand vous avez un enfant, et ici vous regarderez par exemple le court-métrage qui s'appelle justement 2 plus 2 égale 5. Dans ce court-métrage, on montre comment Alors, bien sûr, c'est une sorte d'allégorie, hein, c'est une image. Comment on peut imposer à des enfants si on a suffisamment de moyens de violence dans une situation d'éducation. Vous pouvez frapper l'enfant, vous pouvez lui faire peur, et l'enfant, il est d'ailleurs, c'est écrit ici, la majorité de domination, elle peut être basée sur la force du dominant, mais aussi sur la faiblesse du dominé. Donc, très facilement, la domination va pouvoir s'imposer sur un enfant. Et cette domination, elle peut se conjuguer avec le biais de confirmation. C'est-à-dire que le biais de confirmation, c'est un biais qui est très fort. C'est le plus fort de tous les biais. C'est celui qui fait qu'une fois qu'on croit quelque chose, on aura tendance à continuer de le croire. Mais pour que le biais de confirmation il se mette en branle, pour qu'il commence à marcher, il faut que vous soyez déjà convaincu de quelque chose avant. Si vous n'en êtes pas convaincu avant, le biais de confirmation ne marche pas. Et donc, l'association de situations de domination, où on va vous inculquer quelque chose d'absurde, une contre-vérité, à un moment où vous êtes vulnérable, par exemple quand vous êtes enfant, mais ça peut être aussi par exemple dans une situation où vous avez des personnes de votre famille qui sont mortes, ou vous allez pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes vulnérable. C'est le moment pour la domination de prendre une emprise sur vous, et ensuite le biais de confirmation, il prendra le relais et il fera que vous allez continuer de croire, même quand vous serez plus dominé, même quand vous serez plus vulnérable, même quand vous serez adulte, parce qu'on ne reste pas enfant toute sa vie. Quand vous allez devenir plus fort, eh bien, vous allez plus être victime de la domination, mais vous allez être victime du biais de confirmation. Et vous allez peut-être continuer de croire ce qu'on vous a imposé à un moment donné. C'est typiquement ici cette association domination plus biais de confirmation, c'est l'association rêvée pour les sectes, pour par exemple, quand je pense aussi à la croyance en l'au-delà. Par exemple, vous avez perdu quelqu'un que vous aimez beaucoup qui est mort, la croyance dans les fantômes, vous allez être plus tenté de croire dans les fantômes parce que vous avez beaucoup de tristesse et que vous aviez plein de choses à dire encore à la personne qui est morte. Et si quelqu'un vient et vous fait croire qu'il peut communiquer avec cette personne qui est morte, vous êtes à ce moment-là très vulnérable. Si ça fait longtemps que dans votre vie, vous connaissez personne ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à un enterrement, vous êtes moins vulnérable à quelqu'un qui vient pour vous faire croire qu'il peut communiquer avec des fantômes. Ça s'applique aussi dans la politique. Et la majorité de domination, c'est le fondement de ce qu'on appelle le totalitarisme. Quand on a institué dans un État une seule pensée, que tout le monde doit penser comme ça, et qu'il n'y a pas d'autre façon de penser, et que tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui expriment qu'ils ne sont pas d'accord, on peut les fusiller, ou les éliminer, ou les bannir, eh bien, il n'y a plus de
Il n'y a plus de problème pour convaincre les gens. C'est facile de convaincre les gens quand on a une arme à la main. Totalitarisme, attention, hein, le deuxième point là qu'on a donné, ce de Clément Viktorovitch, il nous donne un exemple de cette situation de domination qui est fait par le Premier ministre français. Donc quand on parle de totalitarisme, on imagine un État fasciste ou quelque chose comme ça, ou la Corée du Sud. Mais ces procédures de domination, elles existent dans des pays appelés démocratiques, comme en France, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays qui ne sont pas officiellement des dictatures. Donc regardez cet exemple aussi de Viktorovitch. Pas facile à dire, Viktorovitch. Alors, comment lutter contre la domination? Alors, comment lutter contre la domination? C'est pas facile. Il s'agit bien sûr pas de lutter contre la domination avec des arguments. On ne peut pas lutter avec des arguments contre quelqu'un qui vous dit que 2 plus 2 égale 5 et qui a un fusil à la main. Vous regarderez le documentaire, le court-métrage 2 plus 2 égale 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut pas lutter ouvertement. Parce que, à quoi ça sert d'avoir raison si on est mort? Dans une situation de domination, la recherche de la vérité, elle est moins importante que la survie. Ce qui est plus important, c'est la survie. Donc, il y a quand même des différentes possibilités. Alors, à mon avis, c'est un avis personnel, la première chose à faire, c'est de créer une sorte de barrière psychologique entre eux. Alors, c'est tout ce que je dis, ça s'applique dans les deux situations. La situation personnelle, vous êtes vous-même victime de quelqu'un qui veut vous dominer personnellement, ou bien vous êtes dans un état qui cherche à dominer l'ensemble de la société. Isolation psychologique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des sources, une sorte de jardin secret et des sources et des liens avec la réalité qui vont échapper à la personne qui vous domine ou à l'état qui vous domine. C'est typiquement, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les réseaux de résistance. Ils ont leur jardin secret, ils ont des liens cachés avec la réalité. C'est, par exemple, ils écoutent des radios qui sont en dehors de la propagande. Ils écoutent une radio qui vient de Londres. Ils se réunissent entre eux, ils créent un réseau et ils créent des liens entre eux et ces liens, ils les cachent par rapport à l'occupant qui est dans un état de domination, de malhonnêteté de domination. Si vous êtes vous-même victime, il y a plein de personnes qui sont victimes, par exemple dans un couple ou dans une famille, qui sont victimes de domination, de malhonnêteté de domination. Donc le critère pour savoir si on est victime d'une malhonnêteté de domination, c'est quand vous allez avoir des gens qui vous disent que c'est noir alors que c'est blanc. Vous voyez bien que c'est blanc. Il ne faut pas lui dire non, c'est blanc. Il ne faut pas rentrer en conflit avec cette personne. Il faut réfléchir et commencer à vous séparer de cette personne. Et un point très important que souvent on oublie, c'est le sabotage. Il y a tout un document qui a été déclassifié de la Seconde Guerre mondiale, qui a été conçu par les Américains et envoyé dans les pays qui étaient occupés, en France et dans d'autres pays, où on expliquait aux gens comment les gens qui travaillaient dans des entreprises qui fabriquaient des armes pour les Allemands, des gens qui travaillaient dans un pays occupé et qui travaillaient pour les Allemands. Et comment on peut saboter, c'est-à-dire faire en sorte que notre travail soit le moins productif possible, tout en se préservant, c'est-à-dire tout en évitant qu'on soit repéré et qu'on soit fusillé comme un résistant. Donc le sabotage, ça ne veut pas dire
forcément mettre des bombes et faire sauter des trains. Saboter, ça peut vouloir dire aussi être capable de changer sa façon de travailler soi-même pour faire. Il y a donc toute une technique que je vous incite à regarder ce qui est expliqué là. Et tout ça, toutes ces techniques où on va comment dire, ah bah non, j'ai pas eu j'ai besoin de tel truc, j'ai commandé ça mais c'est pas encore arrivé, j'ai ceci, j'ai cela. Toutes ces techniques, elles peuvent s'appliquer aussi dans la vie personnelle si vous êtes victime d'une domination. Ça, c'est mon avis personnel. Si vous regardez bien ce nota bonus là sur l'art du sabotage, remarquez que c'est fait par le gars de Horizon Gull, le gars qui fait la chaîne sur le hacking social. Et donc c'est hyper intéressant. Voilà pour cette troisième partie. Ça a été un peu long. On se revoit bientôt pour le quatrième chapitre.